Bienvenue, bonjour et merci de prendre du plaisir à suivre Eden Télévision. Dans ce numéro de Dimanche Politique, comme à notre bonne habitude, nous ferons le tour de toute l'actualité sociopolitique et économique au pays, bien évidemment. Inutile de vous rappeler que c'est bientôt 60 ans que le Bénin a accédé à la souveraineté nationale et internationale. 60 ans, vous le savez, c'est l'âge de maturité, de sagesse. Mais quels sont les gages, quels sont les expressions possibles et plausibles de ces acquis? Dimanche 26 juillet 2020, notre émission, comme je vous l'ai dit, tentera de trouver réponse à toute cette série de questions. Et au menu, bien évidemment, de ce numéro de votre émission, nous aborderons naturellement l'anniversaire de l'indépendance du Bénin, le bilan des 4 ans de gestion de Patrice Athanase Guillaume Talon à la tête du Bénin, et puis Covid-19. Covid-19, à l'école du Bénin, s'interroge-t-on? C'est une interrogation. Le monde doit-il aller à l'école du Bénin? Et autres titres à aborder pêle-mêle, les examens à l'épreuve du Covid-19 au Bénin, la reprise de l'élection dans certaines localités, surtout à Parakou, et une mince modification, mais sensible quand même, dans la commune d'Abomey-Calavi, le remplacement du chef d'arrondissement de Toba et justement la promotion d'un jeune à la tête de cette grande commune du Bénin qu'est Abomey-Calavi. Et pour finir tout ceci, ce sera la présidentielle de 2021 qui nous permettra de conclure ce numéro de Dimanche Politique. Mais qui recevons-nous sur ce numéro de Dimanche Politique? Un jeune membre fondateur du parti Bloc républicain. Il a nom François Couton. C'est bien lui qui a accepté faire l'exercice avec nous ce dimanche 26 juillet 2020. Bonjour, M. Couton. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La tradition sur Dimanche Politique, c'est de ne pas vous présenter, mais de vous laisser faire l'exercice. Vous l'aurez constaté, je n'ai rien dit de vous. Comme si je n'en savais pas. Qui est François Couton? Quel a été son parcours académique, professionnel et politique? On va maintenant à votre découverte. Merci, merci à vous et merci à Eden TV pour l'honneur et le privilège renouvelé. Il n'est pas facile de parler de soi. Vous auriez dû en parler et puis j'allais peut-être apporter de compléments ou retirer les excès. Oui. Je vais peut-être dire un certain nombre de choses de moi. Et c'est la conscience de la délicatesse de cet exercice qui nous a amené justement à proposer l'exercice ainsi. Oui, je l'avoue. Je l'avoue. Bon, en fait, je suis originaire du village d'Adiagbo, dans l'arrondissement d'Akasato, commune d'Abomey-Calavi, justement, où j'ai fréquenté du primaire jusqu'à l'université à Abomey-Calavi. C'est là-bas que j'ai tout fait. Et donc, mon premier diplôme universitaire après le bac, c'est spécialiste de l'administration générale et territoriale. Parce qu'à l'époque, c'est les fonctions de préfet, de sous-préfet qui étaient les fonctions les plus avancées en matière d'administration territoriale. Donc, c'était mon premier diplôme. Ensuite, j'ai fait une étude en management de projet de développement où j'ai eu le diplôme d'administrateur gestionnaire de projet. C'était à l'ENA 2. L'ENA 2 a été rouverte au Bénin sur notre promotion. D'accord. Oui, ça se passait en 2000, après la fermeture de l'ENA, suivant les crises de la période révolutionnaire. Cela a été rouvert entre-temps et je faisais partie de la première promotion de l'ENA 2 à l'époque. Oui. Ensuite, j'ai fait 2 autres études de spécialisation. J'ai fait une spécialisation en gestion axée sur les résultats des programmes publics. C'était à Québec, au Canada. Et ensuite, une deuxième spécialisation en passation des marchés publics et délégation de services publics. Ça, c'est à l'École nationale des régies financières, ENAREF, de Ouagadougou, au Burkina Faso. Aujourd'hui, je suis chargé de coopération et de suivi-évaluation à l'école de formation des professions judiciaires. C'est au ministère de la Justice et de la Législation. Au plan politique, justement,
J'ai été président fondateur de l'ancien parti politique Mouvement Convergence pour la République, un parti créé, porté par les jeunes à l'époque. Ensuite, membre fondateur de l'Union nationale démocrate. C'était l'une des grandes 4 composantes du bloc républicain. Et membre fondateur justement de ce parti. Et maintenant, je suis suppléant de l'honorable Nathanaël Sokouekpe, l'unique député du bloc républicain de la 6e. Eh bien voilà, qui est bien dit de manière très succincte, sinon on aurait pu creuser davantage. Mais qu'est-ce que ça fait de se voir phagocyté au détour d'une réforme? Qu'est-ce que ça fait en tant que président de mouvement, président de parti, de devenir membre, même si ce n'est pas ordinaire, membre fondateur d'un autre grand parti? Oui, je crois que c'est une réforme douloureuse, mais c'est une réforme nécessaire. Pour nous qui avons fait l'expérience de tenter de mettre en place des partis politiques, c'est une grosse entreprise, une entreprise très coûteuse, surtout que le militant béninois, l'homme béninois n'a pas encore compris l'importance de partis politiques et l'importance de mouvements politiques pour son développement personnel à lui-même d'abord et pour le développement de l'ensemble du pays. Mais si vous vous y aventurez, c'est carrément un chemin de ruine parce que tous les militants attendent le président du parti, attendent le chef fondateur parce qu'a priori, il est censé disposer de beaucoup de moyens et de ressources pour subvenir aux besoins de tous les militants. Oui. Donc c'est une réforme capitale qui est venue quand même mettre le parti politique à la place qu'il faut. C'est vrai que la réforme n'est pas encore allée à terme, on l'espère bien, parce que nos attentes restent et demeurent encore. Oui. Et je vous sais très attaché à votre commune native, ou natale si vous le voulez. Je vous sais ancré, impliqué dans le développement de votre localité. Mais qu'est-ce que cela vous dit de voir à la tête de cette commune tout aussi jeune que vous, le maire Angelo Arwandjine? S'il y a une chose qui m'a positivement marqué au cours de cette dernière saison électorale communale, c'est l'élection d'un jeune de cette nature-là à la tête de la plus grande commune, la commune la plus populaire de notre pays, Abomey-Calavi. Une commune très dense, une commune très très riche aussi. Et donc, c'est à la fois un signal fort et une main tendue à la jeunesse, une jeunesse mise à l'épreuve maintenant pour que nous puissions faire des choses différentes, gérer la commune de manière différente et obtenir des résultats que personne n'a pu jamais encore obtenir jusque-là. En tout cas, tous les défis qu'un jeune doit pouvoir relever sont désormais attendus de ce nouveau qui est élu. Et nous attendons de pied ferme sur tous les chantiers de développement. On va y revenir tout à l'heure, parce que cette commune est au menu de ce numéro de Dimanche Politique. Okay. On va y revenir dès lors qu'il sera question d'aborder le remplacement du chef d'arrondissement de Toba, qui a été mêlé à des affaires pas très catholiques. On y vient, mais avant, je le disais tantôt, c'est bientôt 60 ans que notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale. 60 ans après, quels sont, selon vous, les acquis? Quels sont, selon vous, l'expression de cette maturité? Parce que 60 ans, on ne nous dira plus enfant, vous me le concédez. Oui, 60 ans, nous sommes désormais matures. Mais après, quels sont les acquis au plan économique, au plan sociopolitique? François Coutan. Merci. 60 ans, ce n'est pas rien dans la vie d'un être humain, mais dans la vie, je crois, d'une nation, ce n'est pas encore grande chose, à mon avis. Parce que
Les États sont nés, existent depuis longtemps. Les peuples existent depuis des millénaires et subissent divers types de transformations. Et de fortune. Oui, et de fortune. Par contre, après 60 ans d'indépendance, je crois que le Bénin, mon pays, demeure encore un bébé au plan économique. Au plan politique, nous avons fait des progrès remarquables. Ça, il faut le reconnaître. Je reviens à l'économie tout à l'heure. Je vais vous parler peut-être un peu des progrès politiques que nous avons eus. Après les tumultes, les coups d'État répétitifs que le pays a eu juste après les indépendances de 1960. Ce qui nous a valu la bien péjorative appellation de l'enfant malade d'Afrique. Oh, bien sûr. Vous savez, le Béninois est très très intelligent. Oui. Oui, le Béninois est intelligent et donc et arrive aussi à développer cette intelligence-là pour conquérir le pouvoir d'État. Oui. Vous savez, après les indépendances, les peuples africains qui ont eu leur indépendance ont été livrés carrément à eux-mêmes. Oui. Ils ne s'étaient pas préparés à la gestion réelle d'un pouvoir d'État ou à la mise en place d'une organisation structurée. Et donc, c'était des États fragiles. Et cette fragilité a favorisé les diverses révolutions, renversements de pouvoir, à ne pas en finir. Oui. Et donc, après 1960, plusieurs présidents se sont succédés. C'est le feu général Mathieu Kérékou qui est venu carrément mettre fin au coup d'État intempestif qui avait marqué le pays. Et lui, il y a régné pendant 17 ans, pratiquement, avant de revenir encore au cours de l'ère démocratique. Oui. Mais depuis, le Bénin a quitté le système de parti unique, caractérisé par le marxisme-léninisme, pour opter pour le multipartisme intégral. Depuis la conférence des forces vives de février 1990, et nous y sommes jusqu'à où il y a eu la naissance de plusieurs centaines de partis politiques. Les partis politiques se créaient juste pour atteindre des objectifs politiques. Ou plusieurs dizaines de partis politiques. Plusieurs dizaines, plusieurs centaines même de partis politiques et de mouvements politiques. Bien évidemment. Parce que c'était normal. Parce que la liberté emprisonnée pendant des dizaines d'années ont été lâchées et tout le monde voulait aller... Et s'est exprimé. Et donc c'était normal ce phénomène-là. Mais la politique, en son temps, a été réellement détournée de son vrai sens. Les gens ne faisaient pas de la politique pour essayer de concrétiser une vision. Ils n'ont pas d'approche ou d'alternative de développement économique, social et culturel du pays. Ils n'ont pas ces alternatives-là qu'ils vendent à leurs électeurs. Les partis étaient structurés autour des individus, des personnages ou des individus qui en faisaient leur propriété privée. Qui incarnaient littéralement chaque parti. Qui incarnaient littéralement. Et lorsque par malheur, le leader politique providentiel, j'allais dire, il venait à trépasser, ou bien même à ne plus avoir de force physique et financière. Trépasser ou non réélu. Ou non réélu, c'est-à-dire son parti politique disparaît souvent. Et tout ce qu'il a pu développer et miroiter à ses militants, tout cela sombre. Ça aussi a favorisé le recul du pays. Nous n'avons pas tellement évolué de ce point de vue-là. Donc, il y a lieu de saluer le président Patrice Talon qui a annoncé de grandes réformes pour le pays. Et l'une des réformes les plus salutaires quand même, c'est la réforme du système partisan. C'est la réforme politique. La plus osée. La plus osée. La plus risquée aussi. C'est la réforme du système partisan. Mais il y a lieu actuellement qu'il tend vers la fin de son premier mandat de commencer à tenter, n'est-ce pas, le bilan. Surtout
de cette réforme capitale-là et voir ce qui a pu marcher dans la bonne direction et ce qui n'a pas marché. Oui. Parce que personnellement, moi, mes attentes elles sont encore intégrales par rapport à cette réforme-là. Les objectifs, à mon avis, ne sont pas on va en venir tout à l'heure au bilan, rassurez-vous, restons toujours dans la lecture de ces 60 ans. Vous parliez tantôt de notre, je dirais, petitesse. Vous nous hissez encore à l'époque de la tendre enfance, et vous avez dit, au plan économique, je précise, que nous sommes un bébé politique au plan, enfin, bébé au plan économique, je veux dire. Au plan économique. Et pourquoi donc? Et l'État, dans son ensemble, est comme un ménage. Et lorsque vous êtes un ménage qui ne fait que consommer, ou ne fait qu'acheter des biens produits ailleurs, vous êtes un ménage faible, enclin à la pauvreté et peut être emporté par tous les phénomènes venus de partout. C'est-à-dire que vous êtes assujetti à beaucoup de risques et de bouleversements. Notre État ressemble à cela. Parce que après 60 ans d'indépendance, je ne vois pas de produit encore de production de masse que le Bénin est en mesure de livrer d'abord à ses propres citoyens et ensuite au reste du monde. Tant que nous n'arrivons pas à cela, nous sommes encore très faibles et fragiles. Notre économie est trop tributaire de l'extérieur. Quand vous rentrez dans nos marchés, les biens la majeure partie en dehors, n'est-ce pas, des produits vivriers, quelques produits vivriers, tous les biens pratiquement viennent de l'extérieur. Est-ce que c'est compréhensible qu'après 60 ans d'indépendance et avec autant d'automobiles et de motocyclistes qui est développé, que nous ne soyons même pas en mesure de fabriquer les rayons d'un vélo? Ça veut dire que... C'est une question. C'est une question. C'est énorme. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Est-ce que c'est admissible que, malgré toutes les terres fertiles dont nous disposons, quand vous circulez du sud jusqu'au nord, il y a toujours d'espaces verts, c'est-à-dire d'innombrables hectares, et même des cours d'eau, c'est-à-dire inexploités. Le Bénin en est là justement. Et même des vallées. Maintenant, il y a quelques bons en avant ces derniers temps. Il faut le reconnaître que nous soyons quand même au niveau de la production de coton en Afrique, c'est-à-dire le premier, prendre la tête de peloton. Je crois que ça, c'est un progrès énorme. Même si l'on n'en consomme pas. C'est un acquis, entre autres. Même si on n'en consomme pas, mais notre production pour le moment, c'est de matières premières pour les usines d'autres pays. Il y a lieu de faire un bond en avant afin que des usines de textile qui utilisent la matière première, le coton béninois, puissent se développer également ici pour produire ces habits que nous portons. Ah oui. Oui. Et que le gouvernement prenne, n'est-ce pas, des mesures pour protéger ces types, n'est-ce pas, d'entreprises. Cela nous éviterait véritablement un manque à gagner. Je voudrais aussi signaler qu'au plan économique, la plaie de notre économie, maintenant encore, c'est l'individualisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'individualisme. Nous travaillons trop seuls. Oui. Le Béninois ne travaille pas ensemble. Mais c'est une vieille propension. C'est vrai qu'il n'est pas facile de travailler ensemble, mais si nous voulons faire face à la concurrence étrangère aujourd'hui, et même la concurrence régionale et sous-régionale, nous sommes obligés de travailler ensemble. Pourquoi? Si nous avons décidé de créer une société textile, quel est le Béninois qui, à lui seul, dispose de capitaux suffisants pour mettre en place une usine qui va livrer de concurrence à l'Europe, ou bien à la Chine, ou bien aux États-Unis? Ce n'est pas évident. Mais si j'apporte les quelques millions que j'ai, l'autre aussi apporte les autres millions qu'il a, dans des formes de sociétés comme des sociétés anonymes, aujourd'hui, nous pouvons être en mesure de tenir tête à ceux qui nous rongent et nous tirent vers le bas. C'est de cela qu'il s'agit. Mais c'est une culture, vous l'avez bien dit. Oui. C'est une culture. Il faut remonter et corriger cet individualisme. Mais à partir du moment où
nous sommes dans un système mondial, c'est-à-dire l'économie, le commerce aujourd'hui est mondial. Si votre culture a des plaies, il faut avoir l'humilité de les corriger. De les corriger. La preuve. Quitte à l'adapter à la réalité. Quitte à l'adapter à la réalité. Il faut aller. L'entrepreneuriat, c'est vrai, mais il faut aller à l'entrepreneuriat dans une approche coopérative. Et éviter justement, parce que disons les choses aussi clairement possible, hein, le plus accessible à tous les esprits, et éviter de contenir à chacun une entreprise dans un sac. Voilà. Parce que c'est le culte au Bénin. Bien sûr, c'est le culte au Bénin. Dans chaque société, presque tout le monde a son établissement ou entreprise, Oui. mais qui tiennent et se résument à un sac. Et les entreprises sont à l'image des nombreux partis politiques dont nous venons de parler tout à l'heure. Ici au Bénin, lorsqu'un directeur général d'entreprise qui brille à un moment donné, on dit tel homme, il est riche, hein, il a l'argent, il a des entreprises, mais toute l'entreprise se confond à sa personne. Oui. Si par malheur, il finit par être malade ou bien il meurt et quitte, c'est qu'il quitte la terre avec tout ce qu'il a créé comme entreprise. Ça n'a pas de sens. Les Asiatiques, les Européens, les Américains, qui sont les modèles de développement aujourd'hui pour nous, ne se sont pas comportés de cette façon-là. Ah oui. Pas du tout alors. Et donc, ils ont des multinationales séculaires il va falloir qui vivent dans le temps. Il faut faire l'effort d'aller à l'économie coopérative et que l'État, notre État, est en train de tout faire, de vouloir quitter le secteur de création d'entreprises. Non, notre État est suffisamment faible pour laisser la création d'entreprises au seul privé. Regardez l'entreprise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. Si on en retient, on prend l'option de mettre en place certaines grandes entreprises, il faudrait que l'État soit également actionnaire pour que la gestion de ces entreprises-là puisse utiliser un peu de partie des règles du public et un peu de partie des règles du privé pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Il faut réformer de bout en bout notre système de marché. Il y a lieu également de commencer à structurer les marchés tels que cela se déroule chez nous pour limiter et réduire l'informel. Parce que l'informel est la plaie. C'est ça qui empêche l'État central et les communes même de disposer de ressources pour pouvoir financer le développement. Oui, l'informel est une plaie, mais comment la guérir, comment la cicatriser, cette plaie? C'est l'autre question. Oui. Parce que l'informel aujourd'hui au pays, je ne vous apprends rien, nourrit une bonne partie de jeunes. Bien sûr. Comment la guérir? Absolument. Comment la restructurer? Absolument. Comment l'institutionnaliser? Il faut une réforme fiscale en profondeur. Aujourd'hui, si vous décidez de créer une entreprise au Bénin, s'il y a des facilités qui vous sont offertes, c'est peut-être sur un an pour certains types d'impôts seulement. Ça n'a pas de sens pour un jeune entrepreneur. Ça n'a pas de sens pour une entreprise naissante qui ne réalise pas encore de bénéfices. Il va falloir ce que l'État dans son budget, c'est-à-dire une bonne partie, moi je dirais même 40 à 50%, soit consacré à la création d'entreprises, à la subvention de ces entreprises naissantes. Et comme ça va être des entreprises qui ne sont pas individuelles, l'État ne perdra rien à mettre suffisamment de ressources ou bien à retarder le prélèvement, n'est-ce pas, d'impôts pour permettre à ceux-là d'avoir les reins solides avant de faire chose-là. Parce que pour pouvoir créer, n'est-ce pas, des emplois nouveaux, il faut investir. Sans l'investissement, pas de création de nouveaux emplois. Aujourd'hui, heureusement, il y a quand même des bases matérielles de l'économie qui a commencé à se construire, mais il reste beaucoup d'initiatives structurelles et organisationnelles de l'entrepreneur béninois afin que nous puissions passer de l'étape d'entrepreneur, sac dans la poche ou bien bureau dans le véhicule pour aller, n'est-ce pas, à l'entrepreneur qui produit de biens et services consommés par la majeure partie des Béninois et vendables au reste du monde. À vous suivre, Monsieur François Coutan, on est en passe de confirmer votre thèse de notre caractère
de bébé économique. Oui. On va évoluer. J'aurais voulu qu'on creuse davantage d'autres secteurs, d'autres domaines d'activité après les 60 ans, l'éducation, la politique et autres. Mais bon, on y reviendra. On va aborder plutôt les 4 ans de gouvernance de Patrice Athanas Guillaume Talon. Vous me direz que vous en avez effleuré déjà quelques pans, oui, mais on en a dit encore. Oui, absolument. Oui, absolument. 4 ans. 4 ans. À la tête du Bénin. À la tête du pays. Je me rappelle de quelques termes utilisés au cours de la campagne électorale, des élections présidentielles passées, et au cours même de l'investiture, où certains indicateurs ont été quand même annoncés. C'est un président qui avait mis son mandat sous le signe de la rupture. C'est-à-dire, rupture, ça vient quand même du verbe rompre. C'est-à-dire rompre, ça veut dire qu'il faut changer certaines habitudes du passé et renouer avec d'autres habitudes. Je ne voudrais pas prendre le risque d'assimiler la rupture à une révolution, mais en son temps, on aurait pensé quand même à une révolution. J'ai noté que plusieurs réformes et projets ont été annoncés et que dans la pratique, oui, et de façon minutieuse, ces projets qui ont été annoncés sont mis en œuvre et sont en cours de mise en œuvre aussi. Je n'ai pas noté tellement de déviance en termes de ce qui avait été annoncé et prévu dans le programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé, et ce qui se fait en réalité sur le terrain. Il est vrai, et il faut le reconnaître, qu'il y a beaucoup de plaintes et de grincements au sein de la population. Nous qui sommes très très proches de la population, c'est-à-dire les plaintes que nous recevons sont énormes par rapport aux besoins d'emploi, par rapport à l'insuffisance de revenus, par rapport au social, les trucs là. Mais il y a 2 causes à ce genre de phénomène, à cette phase que nous traversons. La première cause, nous subissons les effets de la crise économique mondiale. Aujourd'hui, où toutes les nations presque ont de problèmes économiques. Oui, mais le candidat Talon en était conscient. Il en était conscient. Talon en est conscient. Et ce phénomène est venu, il est aggravé par le phénomène de Covid-19. C'est aggravé par ça. L'autre cause aussi, Covid n'a surgi qu'en 2019. Lorsque je dis bien est venu aggraver, ça veut dire que le phénomène existait, mais celui-là est venu l'aggraver parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer pour aller aisément dans les autres pays partenaires, pour aller négocier les affaires, pour aller mobiliser des fonds, pour aller vendre des trucs. Eux-mêmes qui venaient alimenter surtout le secteur touristique de notre pays ne se déplacent pas pour venir ici. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'entreprises hôtelières, de restauration, en tout cas, tous les secteurs, les sous-secteurs affiliés au tourisme doivent être en difficulté avec cette maladie-là. Ce phénomène est venu rendre encore difficile nos conditions de vie. On n'était pas habitué à vivre en autarcie. On n'était pas habitué à ne nous contenter que de nos moyens et de nos ressources. Non. Donc, c'est venu aggraver ça. Et nous subissons, n'est-ce pas, ce phénomène-là. Il y a aussi les réformes. Lorsqu'un pays est en transformation structurelle... Il ne faudrait pas oublier aussi la fermeture des frontières avec les frontières terrestres avec le Nigeria. Le Nigeria. Bon. Même si l'on se réclame quelque peu résilient, on en subit plus ou moins. Oui. Et la résilience, le développement de la résilience est remarquable et salutaire. Oui. Il faut le reconnaître. C'est vrai. Non, il faut le reconnaître. C'est vrai. On n'imaginait pas qu'un an, qu'on pouvait vivre à côté du Nigeria, c'est-à-dire avec frontières fermées, pendant un an et continuer encore. Sans que des délégations du Bénin ne soient obligées d'aller quémander littéralement cette réouverture de frontières. Les frontières vont s'ouvrir à nouveau. Mais c'est une opportunité qui nous est donnée, une opportunité énorme qui nous est donnée pour prendre conscience
et conquérir notre indépendance économique. Je reviens dessus. C'est-à-dire c'est une opportunité énorme que le Nigeria nous a donnée pour reconstruire notre système économique et être plus responsable dans la production et la consommation, la commercialisation de ce que nous-mêmes nous faisons ici, pour pouvoir être fiers d'être béninois. Nous sommes tenus de développer le nationalisme maintenant à partir de cette décision de nos voisins nigérians. Peut-être que la décision elle-même, eux-mêmes, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils ont pu le faire, c'est pour gérer leurs problèmes économiques internes. Le Nigeria aussi a des problèmes économiques qu'il doit gérer. Et ce sont des mesures certainement de protectionnisme qui ont été prises. Et nous aussi, il se peut qu'on aille à cette école-là dès que nous allons démarrer des productions de grande masse. Une chose est sûre, il y a eu cette forme d'impondérable qu'est le Covid-19, je veux dire, qui est venu corser quelque peu cette fermeture de frontières, que le Nigeria se décide aujourd'hui à nous les ouvrir ou non. Ben, on n'en est plus autant demandeurs, en tout cas. Alors, on va poursuivre François Couton dans cette même dynamique. Covid-19, le monde, l'Afrique ou le monde, doit-il aller à l'école du Bénin dans la gestion de cette crise sanitaire? C'est peut-être prétentieux de ma part de formuler ainsi la question, mais à vous d'y répondre. C'est ça. Je crois que les historiens ont agité souvent l'idée ou la probabilité de survenance d'une troisième guerre mondiale. Bon, on l'espérait toujours sous forme de guerre, de tout, mais cette pandémie est venue bouleverser en fait l'équilibre mondial. Ah oui. Bien sûr, parce que les nations supposées les plus fortes possibles, les plus puissantes, les pays qui ont développé des systèmes sanitaires de référence, les plus en tout cas inégalables pour les nôtres pour le moment, ont été en quelques jours, quelques semaines bouleversés et traumatisés. Secoués, suffisamment secoués. Je ne me réclame pas de la tendance aussi spiritualiste de niveau, mais je crois que c'est un signal fort à l'être humain. Parce que Covid-19 est une menace pour l'existence humaine. Ah oui. C'est un signal fort pour que l'homme que nous sommes puisse reconnaître ses faiblesses, malgré le développement de la science, malgré le développement de la technologie, malgré la tendance pour certains pays à croire qu'eux, ils sont tellement riches qu'ils ont tellement, n'est-ce pas, des armes pour contrôler et embrigader les autres. C'est un signal fort. Qui a déjoué tous les plans, capitalistes, mercantilistes. Et tout. Tous les plans ont été déjoués. Et donc, l'homme que nous sommes aujourd'hui doit pouvoir commencer à prendre conscience de ses faiblesses et recourir davantage vers le divin. Je ne parle pas du divin dans le sens des pléthores d'églises et de religions qui s'ouvrent pour pouvoir... Pas dans le sens de l'endoctrinement béat auquel nous sommes confrontés. Non, pas du tout. J'aime pas du tout ça. J'ai Dieu en moi, il est bien présent, je le ressens au quotidien, mais le mercantilisme religieux n'est pas à confondre avec ce que je suis en train de dire là. Et donc, cette maladie revient encore pour nous à prendre encore d'autres décisions économiques. Regardez aujourd'hui où les frontières sont fermées. Oui. Vous ne pouvez pas aisément vendre les produits que vous avez dans les autres pays. Les autres aussi aisément ne peuvent plus venir faire de commerce chez vous. Il y a lieu que chacun travaille désormais à développer des pertes énormes. Il faut faire l'effort de profiter et prendre des initiatives locales ou nationales d'envergure. Avant même que le phénomène peut-être ne recule, et ce n'est pas évident parce que des habitudes sont déjà changées. Il n'y a rien à faire. Nous ne pouvons plus vivre aisément comme par le passé.
Pas du tout. C'est un traumatisme. On a cru que bon, le phénomène allait reculer quelques mois après, mais l'actualité internationale montre que il se pourrait qu'il y ait des générations de Covid-19, c'est-à-dire une génération peut passer, mais une autre va surgir. Encore qu'on en est déjà à la deuxième. Oui, voilà. Oui. Et donc, il va falloir faire la résurgence est notée de par le monde déjà. Et développer, n'est-ce pas, des choses, surtout recourir au secteur agroalimentaire et en faire une priorité absolue. Quel est le lien entre Covid et le développement des secteurs agroalimentaires? Quel est le lien? Non. Le plus grand besoin, n'est-ce pas, de l'homme, oui, c'est la nourriture. C'est vrai. C'est l'alimentation. Ça prend même la tête de peloton, hein, des 5 besoins fondamentaux que nous avons. Donc, se nourrir est la première priorité. Et pour se nourrir, il faut produire. Il faut cultiver. Ce n'est pas en allant peut-être exercer des activités précaires comme les émigrants ou bien le fonctionnariat d'une certaine façon que vous allez réussir à produire. Et non. Et ce n'est pas en maintenant nos terres sous cette forme-là, notre agriculture, sous le modèle aussi archaïque que celui-là, que nous allons pouvoir produire. Il faut prendre des initiatives osées. Il faut prendre des initiatives osées et il faut surtout que les communes que nous avons aujourd'hui, les chefs de terre, aillent à l'école de l'aménagement du territoire communal. L'aménagement du territoire communal voudra bien dire qu'il faut déterminer avec précision, en tout cas suivant un plan cadastral bien ficelé, les zones à lotir, les espaces à réserver à l'agriculture, les espaces à reboiser et à maintenir pour les générations à venir, au lieu de continuer à garder le développement, l'occupation sauvage, le développement sauvage de nos villes et de nos populations. Regardez une commune, ma commune, une commune d'Abomey-Calavi. Plusieurs personnes ne connaissent pas les potentialités agricoles de cette merveilleuse ville qui a tout. On ne connaît pas. Mais les lotissements, les opérations de lotissement et d'urbanisme se passent tellement avec du désordre qu'on se demande, mais quels sont les espaces qui vont être réservés pour l'agriculture dans cette commune-là? Quels sont les espaces qui vont être réservés pour les reboisements d'envergure dans cette commune-là? C'est entre autres les défis qui attendent le nouveau locataire de l'hôtel de ville. Parce que pour cette ville-là notamment, la majeure partie des habitants de cette ville sont des paysans. Mais sont des paysans sans terre, bouleversés par la pression de Cotonou, de ceux qui veulent s'installer à Cotonou et autour de Cotonou, volontairement ou involontairement, qui se sont dépossédés, n'est-ce pas, de ces terres agricoles-là. Il faut une intervention de la puissance publique aujourd'hui pour que ceux-là ne se déconnectent pas aussi de leur activité naturelle de l'agriculture. Dépossédés, vous dites? Voilà. Ils l'ont vendu, ils l'ont bazardé, comme on le dit, d'une manière ou d'une autre. C'est un effet normal. C'est un effet normal de l'urbanisme et de la pression populaire. Lorsque le foncier n'avait pas pris de la valeur, où les terres ne coûtaient rien, en tout cas, dans l'ancien temps, dans mon village, personne ne vendait la terre. Ça n'avait pas de valeur monétaire. Mais lorsque la pression urbaine a commencé à se déborder, n'est-ce pas, de Cotonou, on a commencé à proposer aux villageois d'antan que leur terrain, qui n'avait aucune valeur, pouvait leur rapporter beaucoup de retours monétaires. Qui est celui-là qui peut résister devant, n'est-ce pas, des millions, des dizaines de millions qui viennent, alors même que c'est pour un bien qui n'avait pas de valeur? Dernière escale Covid-19, François Couton, parlant je dirais, de l'efficacité du gouvernement béninois dans la gestion de cette crise sanitaire, eh bien, on va évoquer l'organisation des examens de fin d'année. Le Bénin a pu tenir encore ce pari. On se doutait de la tenue des élections, cela a été fait avec aise. Et puis, les examens de fin d'année, on s'était dit que les enfants seraient exposés à ce mal du moment.
mais les enfants s'en sont sortis. Non, c'est le moment de saluer quand même et de reconnaître le mérite du gouvernement du président Patrice Talon face à la gestion de cette pandémie, d'abord, parce que il y a un système de sensibilisation, de communication autour qui fait que vraiment... Et de la rigueur, de la fermeté. De la rigueur et de la fermeté Oui. au niveau des mesures qui sont prises, qui font que, bon, je crois au Bénin, nous n'avons pas tellement ressenti les effets négatifs, en tout cas pas encore, de cette pandémie-là. Le ministre de la Santé lui-même, qui est à pied d'œuvre, j'ai eu l'opportunité de le croiser même dans les lieux les plus ordinaires possibles à Abomey-Calavi, où il observait et surveillait par lui-même. C'est lui-même qui avait tiré un de mes compagnons pour dire « Ah, monsieur, vous n'avez pas porté votre masque. Lui-même étant masqué, on n'avait pas reconnu. C'est après qu'on a su que c'était le ministre de la Santé. Et donc, il y a eu cette gestion proactive de la pandémie. Il faille le reconnaître. Oui. Et ça, c'est un effort qui est à poursuivre. L'effort de sensibilisation de la population est à poursuivre parce que jusque-là, tout le monde n'est pas encore conscient. Surtout en milieu rural. Surtout en milieu rural. Et les marchés aussi, tout le monde n'est pas encore conscient des effets néfastes de ce phénomène-là. Ce n'est pas encore reconnu et internalisé par tout le monde. Donc, les sensibilisations doivent se poursuivre, surtout aussi par les acteurs politiques, la société civile et les acteurs religieux, afin que chacun puisse se contenir. Et je l'évoquais tout un tantôt, vous l'avez aussi précisé, cette fermeté, cette rigueur dans le suivi du respect de ces gestes barrières. Par le passé, on aurait recensé une série d'écoles, une série de centres de composition, dans le cadre des différents examens de fin d'année, qui n'auraient peut-être pas reçu de gel hydroalcoolique, qui n'auraient pas reçu peut-être au second jour de composition des dispositifs de lavage de mains. Cela n'a pas été le cas. Dans les différents centres, devant chaque salle de composition, on en a disposé. Et là, il faille reconnaître cet effort du gouvernement de Patrice Athanase Diop. Je voudrais aussi ajouter que, c'est-à-dire au nombre des mesures qui sont d'être prises, si le gouvernement peut développer une action particulière contre l'exode rural, ce serait vraiment aussi bien. Parce que, imagine le nombre de nos concitoyens, surtout les jeunes, qui quittent la campagne pour Cotonou, juste pour aller gonfler la ville, soit pour conduire, soit à la recherche d'une petite activité. Il faut préciser qui quitte les purs pour venir subir le moustique de Cotonou, pour venir passer la nuit dans les stations-service et autres. Ils y sont obligés à cause de la précarité peut-être de leur vie. Il faut développer une action là pour décourager un peu ce phénomène et en tout cas, pas l'aménagement et le développement des territoires. Oui, mais ils viennent parfois subir dans la ville, pour petite parenthèse, une précarité plus corsée, plus chronique, plus prononcée que ce qu'ils vivaient par le passé. Et cela peut propager aisément le virus. Quand il vient en ville pour amener ça au village, les gens ne comprenant pas notre affaire de port de masque et de gestes barrières, le phénomène risque de devenir catastrophique. Prochain volet dans ce numéro de Dimanche Politique, François Couton, la reprise de l'élection dans cette commune importante du pays, je dirais la plus importante de la partie septentrionale du Bénin, Parakou bien évidemment, où l'élection du maire sera bien évidemment reprise. Oui, la loi, c'est la loi. Oui. Et lorsque une loi est votée dans un pays, il faut bien la respecter. Il est bien dit clairement, le législateur a bien décidé que lorsque dans une commune, qu'aucun parti en lice n'a la majorité, alors il faut procéder par le truchement d'un accord de gouvernement. C'est-à-dire les différents partis politiques ayant gagné des postes de conseillers doivent se retrouver autour d'une table pour pouvoir s'entendre et dire bon, voilà, et ils doivent normalement utiliser
les stratégies de compromis et de concession sont des outils qu'on utilise en matière de négociation politique. Bien sûr. Pour pouvoir se concéder des sièges et des cas. Donc, la commune de Parakou est dans ce cas-là actuellement. Au cas où cet accord ne serait pas trouvé, ils seront bien obligés de recourir à la méthode classique. C'est-à-dire que le groupe majoritaire qui réussirait à se composer entre les partis en lice vont s'entendre pour pouvoir ravir la vedette de façon démocratique aux autres qui seraient minoritaires. Mais j'observe qu'il y a deux partis de la mouvance présidentielle et un parti de l'opposition. Oui. En tant que républicain, j'aurais souhaité que les progressistes et les républicains s'entendent pour ramener la mairie de Parakou au Bécaye. Ça, c'est votre souhait, vous l'avez bien dit. C'est mon souhait, ça. C'est votre souhait. Mais... Voilà, Parakou est sensible et il faut le ramener au Bécaye. J'aurais bien aimé que Parakou soit républicain parce que nous y tenons là-bas. C'est vrai que c'est de la politique qu'il est question ici, mais le jeu n'aurait pas été sincère de concéder quand même au FCBE le poste de maire. Oh, c'est pas ce dont il s'agit ici, c'est de la politique. Et la politique se joue en matière démocratique autour, n'est-ce pas, de majorité. Même l'opinion publique nationale et internationale ne comprendrait même pas cette logique-là. Non, il n'y a pas de concession en cette matière-là. Mais je pense que ce qui pourrait être avantageux, même pour les partis minoritaires, c'est l'accord de gouvernement. Oui. Parce que quand il y a accord de gouvernement, là, il y a des concessions qu'on se fait. Bon, par exemple, quelqu'un prend le poste du maire, un autre parti prend quand même le premier adjoint. Quelqu'un prend tel arrondissement, il concède à l'autre. Certains prennent telle commission, l'autre. Donc, l'accord de gouvernement est l'approche la mieux souhaitée. En tout cas, la mieux recommandée. Mais au cas où il n'y aurait pas d'accord de gouvernement, parce que bon, d'aucuns pourraient dire, bon, concédez-nous quand même ça et s'accrocher à cela. Je crois qu'ils n'ont pas intérêt à faire ça. Mais quand on s'en tient à la grosse part de gâteau que c'est Roger, les deux ensembles, les deux grands ensembles, j'allais dire, de la mouvance présidentielle, est-ce qu'il n'est quand même pas plus décent ou plus humain, vous me direz qu'il est question de politique ici, de concéder à cette force de l'opposition, cette ville à statut particulier? Il n'y a rien de décence et d'humanité là-dedans. Oui, c'est plus décent parce que, vous savez, la mouvance a récupéré déjà. C'est juste l'application des normes élémentaires de la démocratie. Il n'y a pas autre interprétation que celle-là. Que lorsque vous perdez la majorité, c'est normal que vous perdiez aussi les privilèges attachés à cette majorité-là. C'est aussi l'une des expériences que nous vivons. Et c'est vrai que les partis ne se sont pas arrogés, non. Il y a eu une compétition électorale en bonne et due forme. Je parle en ces termes au regard des chiffres, au regard du nombre de mairies. Quand vous parlez d'arroger, ça veut dire qu'ils ont pris, n'est-ce pas, les sièges impunément, de force. Non, pas de force. Ce mot-là me paraît quand même trop osé, trop outré. D'accord. Et je ne l'ai pas aimé ça. Vous me le concédez. D'accord, voilà. Toujours est-il que je me suis fait comprendre. Voilà, je vous ai compris. La mouvance présidentielle... Le terme utilisé est suffisamment tendancieux pour quand même faire chose. On retient quand même que l'opposition n'en a même pas une dizaine sur les 77. L'opposition est loin d'une dizaine de mairies sur les 77. Et l'opposition est peut-être en instance d'en perdre encore une commune, je veux dire. En fait, si dans les tests qui avaient été votés, parce qu'il y a de fortes et lourdes chances que les deux grands blocs s'entendent pour arracher cette commune encore au FCBE. Oui, c'est possible. C'est-à-dire, c'est ce qui est souhaité d'ailleurs. Parce que moi, je suis de la mouvance... Vous y insistez. Je suis de la mouvance présidentielle. J'insiste et je le souhaite vivement.
D'ici, les textes qui avaient été votés avaient par exemple précisé que les partis de l'opposition devraient avoir au minimum... Non, les tests n'ont pas précisé. Tel nombre de communes, mais les tests ne l'ont pas dit. Par quel truchement maintenant, on doit pouvoir faire ce que vous demandez là? Non, puisqu'on est en passe maintenant de négocier, on est d'accord. Sommes... Les différentes forces en face, les différentes forces en présence, doivent négocier, et bien négocier d'ailleurs. Vous ne direz pas le contraire, vous l'avez précisé tout à l'heure. Mais on ne négocie pas les principes démocratiques. Mais les principes démocratiques n'ont jamais, n'ont jamais stipulé qu'il faille tout arracher à l'opposition, mais que le meilleur gagne. Oh là là. Et que la majorité, oui. Lorsque on parle d'élection, vous pouvez gagner une élection à 100%, cela ne pose aucun problème. N'est-ce pas? François Couton, on retient que votre souhait est de voir bientôt, dans quelques jours, Parakou revenir dans le giron de la mouvance présidentielle. Et comme ça, vous serez accaparé toutes les villes à statut particulier. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, il faut bien la mener. Même si vous n'aimez pas la sémantique de mes concepts. on s'en va finir ce numéro de Dimanche Politique, mais revenons, une brève escale dans votre commune, à Bomey-Calavi, où un des chefs d'arrondissement, au détour d'une bien vilaine affaire, a perdu son poste de chef d'arrondissement. Bon, je crois que tout citoyen, n'importe quel citoyen, y compris vous-même, Freddy, vous pouvez tomber dans les pièges de la justice encore qu'elle n'entend jamais. Ou de la faute criminelle ou pénale. Oui, mais là, la justice ne nous tend pas un piège. Lorsque vous... Non, le piège peut-être du diable. On tombe dans les mailles. Voilà, les pièges peut-être du diable. Voilà. Ou bien même de l'imprudence. Ou bien même de l'innocence à l'excès. Parce qu'on reste humain. Ou bien même parfois on n'est pas parfait. Ou bien de l'innocence à l'excès. Vous pouvez... Ou de l'ignorance. Ou bien même de l'ignorance. Même dans vos comportements normaux, vous pouvez parfois avoir affaire à de la justice. Alors, et dans ce cas, vous êtes mis en détention préventive. Lorsque vous êtes en détention préventive, cela ne veut pas dire que votre culpabilité est déjà établie. Est consommée, non. Est consommée. Non. Donc, il y a la présomption d'innocence. Le CA de Togba, Béon-Pierre, est dans cette position-là maintenant. Pour les besoins de l'enquête. Pour les besoins de l'enquête. Et selon les exigences de la procédure, cela veut que, les gens qui sont soupçonnés d'avoir commis telle ou faute soient mis en détention préventive. Donc, il va falloir laisser la main à la justice de faire son travail de bout en bout. Et là, à la fin, on verrait au bout, n'est-ce pas, des décisions qui est coupable et qui ne l'est pas. Maintenant, la décision qui est prise par le maire d'Abomey-Calavi, et c'est une décision administrative normale, parce qu'il faut la continuité courageuse. Non, il n'y a rien de courage là-dedans. Il faut nécessairement la continuité du service public. On en a vu par le passé où les arrondissements sont restés sans chef d'arrondissement pendant plusieurs mois. C'est un déni de responsabilité. Ça n'a pas de sens. Où l'élection c'est un déni de responsabilité lorsque l'autorité à la tête d'une unité administrative territoriale est empêchée d'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir à son intérim. Et c'est cette décision que le maire a prise, elle est normale. Dès que, par exemple, la justice aura blanchi... N'y a-t-il pas là une grosse célérité dans le choix, dans la désignation de son... pas son remplacement, mais de celui-là qui est appelé à gérer les affaires courantes jusqu'à nouvel ordre? Il ne sert à rien de perdre de temps face à l'évidence. Lorsque vous aussi, Laurie, vous serez mis en détention préventive pour quelque affaire que ce soit, je n'en sais rien. C'est sûr que pour dimanche politique qui va venir, on trouvera quelqu'un d'autre pour prendre l'intérim en attendant que vous reveniez. C'est aussi simple que ça. Oui, je touche du bois parce que l'exemple, c'était un exemple pour partager, pour permettre à chacun d'appréhender ce qui est dit. On va finir, François Couton, avec
Le dernier point, c'est bien sûr la présidentielle de 2021. Dans les coulisses de cette présidentielle, on note déjà des candidats. Mais avant d'aborder ces candidats, ces quelques-uns, dites-moi, au sein du Parti Bloc républicain, autour de quels principes organisez-vous les réflexions? Que le président alors rempile, qu'il avise enfin, ou quoi? Je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour parler au nom du Bloc républicain. Je ne représente d'ailleurs pas ce parti sur ce plateau. Je suis républicain, je le réaffirme. Je suis suppléant d'un député, je le réaffirme aussi. Mais mon opinion n'est pas l'opinion du Bloc républicain. Je peux me prononcer sur la question en tant que citoyen, en tant que politique. En tant qu'observateur politique. Oui. Mais dire que ce que je vous dis est la position du engage le parti, non. Engage le parti politique, ce serait un risque énorme. D'accord. Je ne partage pas. Oui. Alors. Je pense que l'élection présidentielle est le prochain défi politique pour le Bénin. Le président Patrice Talon va finir son mandat de 5 ans. La constitution, la loi fondamentale du pays a été entre-temps révisée. La charte des partis politiques a été révisée. Un nouveau code électoral est adopté. Et ces documents ont fixé les règles et les procédures pour l'organisation et les candidatures à l'élection présidentielle. Je crois que s'il y a une référence, c'est la référence à ces tests-là pour que tous les citoyens capables d'aller à cette compétition-là puissent s'en inspirer et se préparer suivant les procédures admises et les élections présidentielles sans embâche. François Couton, pour finir, Patrice Talon, vous l'y voyez en 2021? Il n'y a pas de règles qui l'empêchent pour le moment. C'est-à-dire, il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'empêchement juridique ou constitutionnel qui, à mon avis, qui l'empêche pour le moment. À partir du moment où il remplit toutes les conditions pour assumer son second mandat, c'est de bon droit. C'est de bon droit qu'il le... C'est vrai. A-t-il enfin avisé? C'est vrai qu'au départ, il militait pour un système de mandat unique. Ça, la réforme n'est pas allée finalement dans ce sens-là. C'est son souhait, véritablement, il a réaffirmé à plusieurs reprises. Justement. La réforme n'est pas allée dans ce sens-là. Mais ce qui n'est pas réformé, ce qui n'est pas changé, pourquoi voulons-nous nécessairement que nous appliquions ce qui n'est pas changé, ou bien qu'on pousse quelqu'un à appliquer ce qui n'est pas changé? Mieux encore, le pays est en pleine transformation. Oui, le pays est en chantier, comme le dirait l'autre. Est en chantier et en pleine réforme. S'il a encore l'énergie nécessaire, si lui-même se sent capable, n'est-ce pas, de faire l'affaire, rien ne l'empêche d'être candidat et les électeurs en apprécieront. Cette fois-ci, ce sont les électeurs qui en apprécieront. Merci François Couton. C'est terminé pour ce numéro de Dimanche Politique. Monsieur Al, de l'autre côté. Alors, je vous dis franchement, merci pour la disponibilité, merci pour la précision dans le choix des thèmes. Vous me concédez l'autre concept qui est attribué à la mouvance, attribué à votre famille politique. On vous retrouvera très bientôt pour une toute autre lecture. Je vous laisse même pas le temps de mots de fin parce que l'homme signale de l'autre côté que j'ai consommé intégralement les dernières secondes consacrées à cette émission. Merci d'y avoir été. Merci. Et auditeurs et téléspectateurs, auditeurs de Diaspora FM justement et des téléspectateurs d'Eden TV, merci de nous retrouver dans une semaine. À dimanche.